Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence à ce 6e séminaire Agir, Action de la gouvernance initiée par la recherche. On continue à travailler le thème de la transition écologique et changement climatique, la biodiversité. Il y a quelques semaines, nous avions traité la question des finances publiques à l'heure de la transition écologique. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous accueillir pour un autre thème qui est un peu dans le prolongement des thèmes précédents qu'on a déjà tenus sur les problématiques d'écologie et de transition écologique. Le thème d'aujourd'hui, c'est former à la transition écologique et sociale dans l'enseignement supérieur. On voit vraiment qu'on est dans le cœur de la nature de ce séminaire qui est d'alimenter les débats et les actions de politique concrètement menées par la gouvernance à l'université, de l'alimenter par les apports des chercheurs, des enseignants-chercheurs, de leurs travaux, et de partager ces apports avec l'ensemble de la communauté universitaire, enseignants-chercheurs, ainsi que les personnels administratifs et les étudiants qui sont invités à ces séminaires. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Aymeric Fortin, économiste et responsable des formations de master et du développement durable à l'École nationale des ponts et chaussées, et qui a coécrit en 2019 le guide compétences, développement durable et responsabilité sociétale de la conférence des grandes écoles, la conférence des présidents de l'université, qui s'appelle France Université maintenant, et qui est co-rédacteur aussi en 2022 du rapport Sensibiliser et former aux enjeux de la transition écologique et du développement durable dans l'enseignement supérieur, bien sûr, dans le rapport Je vous aime. Et puis, nous avons aussi la chance d'avoir Émilie Frinquel, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Est Créteil, et Olivier Michel, à côté de moi, qui est professeur d'informatique à l'Université Paris-Est Créteil, à l'initiative des conventions citoyennes étudiantes de l'UPEC, de cette université, depuis 2021. Et nous avons aussi la chance d'avoir des discutants très engagés et qui sont des enseignants très engagés dans les questions de lutte contre le changement climatique et pour la biodiversité. Dominique Méda, professeure de sociologie, directrice de l'IDRISO, et qui est l'une des fondatrices de ce cours avec Stéphanie Mangeant et Yves Arekland sur les enjeux du changement climatique enseignés de manière obligatoire à tous les étudiants dès la première année. Merci, Dominique, d'être présente pour discuter. Cécile Murat, qui est maître de conférence, membre du LAMSAD. Merci aussi de votre présence. Et Béatrice Parence, notre professeure de droit que nous avons recruté l'année dernière avec grand plaisir et grande chance aussi parce qu'elle est spécialiste du droit du climat et nous voulons créer de l'interdisciplinarité sur notre programme Dauphine durable. Et puis Véronique Perret, qui est professeure de management et qui dirige aussi un master développement durable à l'Université Paris-Dauphine et qui est membre de DRM. C'est Dauphine Recherche Management, qui est le centre de recherche de Dauphine. Voilà, je laisse la parole tout de suite à Arnaud Mias, vice-président en charge de la RSU, qui est le concepteur de ce séminaire-là. Et je le remercie d'ailleurs d'avoir joué ce rôle et de nous expliquer le contexte des ateliers universitaires. Merci Mouloud. Je voulais juste dire quelques mots d'introduction et ce sera bref, et pour faire le lien en fait avec les ateliers universitaires Dauphine durable qui se sont déroulés ces derniers mois. Je pense que vous êtes plusieurs en ligne à y avoir participé à un moment donné ou à un autre, à différentes réunions, différents échanges. Ces ateliers universitaires Dauphine durable, c'est un espace d'échange pluridisciplinaire autour d'enjeux pédagogiques, ce qui est sans doute un peu une innovation aussi à Dauphine, c'est-à-dire de rassembler les différentes disciplines autour des enjeux de pédagogie, de la transition écologique et sociale. On a partagé beaucoup de constats dans ces ateliers universitaires l'année passée, en particulier un constat qui est que la transition écologique et sociale, ça affecte aujourd'hui, ou ça va affecter l'ensemble des métiers, et donc ça affecte l'ensemble de nos formations, donc que nous sommes tous concernés, et que nous sommes en train de quitter le stade des formations spécialisées pour des métiers de niche sur le développement durable ou la RSE, par exemple,
Et je crois que beaucoup d'enseignants-chercheurs, beaucoup de responsables de formation ici en ont tout à fait conscience. J'ai pu le constater lorsque je suis allé à leur rencontre l'an dernier à la suite de la cartographie des enseignements en développement durable et responsabilité sociale que nous avions réalisée avec Christine Vicens. Alors, je ne vais pas avoir le temps là de restituer tous les riches échanges que nous avons eus dans le cadre de ces ateliers universitaires. Je veux dire deux choses. La première chose, c'est que ces ateliers universitaires, j'en parle au passé, mais ils se poursuivent encore cette année, qu'il y aura d'autres rendez-vous qui seront organisés dans le cadre de cet échange, cet espace d'échange pluridisciplinaire autour de ces enjeux pédagogiques. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire, et c'est plutôt pour introduire les présentations qui vont suivre, c'est que ces ateliers universitaires, ça nous a permis, nous, de nous confronter, de discuter, d'échanger autour de deux façons d'aborder ces enjeux de transition écologique et sociale dans l'enseignement supérieur. Deux façons d'aborder ces enjeux que nous avons croisés dans nos réflexions, dans nos discussions, qui sont, à mon avis, autant de ressources, d'idées pour nous faire avancer. Alors, d'abord, on va entendre une présentation autour de l'important travail de construction de référentiels de compétences des DRS, développement durable, responsabilité sociale ou sociétale, dans l'enseignement supérieur. On a là des outils qui sont quand même robustes et qui peuvent nous aider à cadrer les réflexions, à identifier les besoins, etc. Et donc là, notre collègue Émeric Fortin va nous présenter aussi la mise en œuvre qui en est faite à l'École nationale des ponts et chaussées. Et puis, la deuxième façon d'aborder ces enjeux, c'est par le biais des conventions citoyennes étudiantes, qui est une façon aussi de mettre les étudiantes et les étudiants en position d'action, en position d'agir, ce qui manque souvent dans notre pédagogie à l'université, et qui est pourtant un élément fondamental de la pédagogie de la transition écologique et sociale. Et donc là, on écoutera très attentivement nos deux collègues. Il restera ensuite à discuter du bon usage que l'on peut faire de ces sources d'inspiration, de nous approprier, ce qui nécessitera un travail d'appropriation collective. Ça donne du grain à moudre pour les ateliers universitaires qui vont se poursuivre. Merci Arnaud. Alors, vous pouvez poser vos questions dans le suivi de la conversation tout au long des présentations. Florence Gelin, qui est présente, directrice générale des services, fera la restitution comme d'habitude dans ce séminaire. Et les auteurs, les intervenants peuvent répondre aux questions. J'espère qu'on aura le temps de traiter tout ça, parce qu'on est nombreux aujourd'hui. On a beaucoup d'intervenants, beaucoup de discutants, donc bref. Je donne 20 minutes chacun pour les intervenants et je vous signalerai quand vous arriverez au seuil de votre deadline. Vous avez la parole, donc Éric Fortin. Très bien. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre séminaire. Je suis très heureux d'être dans cette belle université. Je vais vous dire un petit peu d'où je parle. Donc moi, je suis économiste de l'environnement. J'ai fait ma thèse au CIRED, donc il y a un laboratoire d'économie du climat. Et j'ai eu la chance de me retrouver à diriger un master tout de suite après mon doctorat, qui est assez stupéfiant. Mais voilà, c'est une institution qui faisait confiance aux jeunes. Un master qui s'appelle Transport et développement durable, qui a été créé en 2004. Donc, on voit que déjà, le fait d'appréhender on va dire une compétence traditionnelle de notre école d'ingénieurs, qui était la question des transports, maintenant on parle de mobilité, un switché du côté de l'allemande. Voilà, l'idée c'était de l'appréhender avec un prisme un peu différent du prisme habituel. Et ça m'a beaucoup questionné, en fait. Et ces questionnements, je les ai partagés. On a la chance d'avoir une communauté qui s'appelle R2D2, donc responsable, réseau des responsables développement durable, pas toujours des acronymes, et qui est un réseau assez actif et assez sympathique, d'abord parce qu'il mélange université et grandes écoles, et c'est vraiment la question des DRS, c'est vraiment une question sur laquelle on a toujours travaillé ensemble, ce qui est bien normal, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que ça continue. Et du coup, effectivement, on a décidé de réfléchir collectivement à ce que ça voulait dire que de former au développement durable. Est-ce que c'est des thématiques? Est-ce que c'est des... Voilà. Et en fait, on a produit dans ce cadre-là, en 2016, le guide, un référentiel pour former les acteurs dans le développement durable, que j'ai co-dirigé avec Didier Munet de Clermont-Ferrand. Et puis ensuite, du coup, ça m'a amené effectivement à participer au GT Jouzel, qui a été sollicité par Frédéric Vidal pour appréhender ces enjeux-là, avec des commandes un peu compliquées, avec à la fois la conscience qu'il y avait un déficit de connaissances sur le sujet dans l'enseignement supérieur des étudiants, et que du coup, il y avait une demande qui était de compenser ce déficit de connaissances, qui arrive avec une injonction un peu particulière, qui est de mettre une sorte de cours de tronc commun en licence
ce qui est quand même bon, a priori un peu bizarre dans le monde universitaire et pas forcément très pérenne. C'est aussi faire peu de cas de ce qui est fait en secondaire. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites et qui sont très bien faites. Alors effectivement, on peut constater qu'elles ne sont pas forcément assimilées par nos étudiants, mais en tout cas, l'idée, c'est de dire que, évidemment, les connaissances, ça va être des savoirs indispensables sur lesquels on va pouvoir construire, mais que l'essentiel est ailleurs, pas comme la vérité, et que donc c'est vraiment des approches par compétences qui vont permettre de changer les façons de se poser les questions et d'essayer de construire les réponses, et puis qui vont aussi permettre à chaque établissement, dans ses disciplines, les sciences humaines, le droit, l'économie, mais aussi l'ingénierie, la médecine, etc., d'adapter les contenus de leur formation à l'aune de ces compétences. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est effectivement des compétences qui sont un peu au-dessus de ces questions de connaissances. Est-ce qu'il faut parler de plus de biodiversité, de changement climatique, d'égalité homme-femme, de droits du consommateur? Évidemment, tout ça est important. Mais au-dessus de ça, former les acteurs d'un développement durable, c'est peut-être former à des façons de faire qui sont en partie celles que l'on connaît et en partie des choses un peu nouvelles. Alors, je vais vous présenter un petit peu l'introduction en disant, bah voilà, en fait, on a quand même des étudiants qui évoluent dans un monde qui est caractérisé par des choses qui ne sont pas forcément très pratiques quand on rentre par les disciplines, c'est-à-dire des choses où les problèmes sont mal posés, où il y a de l'ambivalence. Alors, moi, dans une école d'ingénieur, l'ambivalence, inutile de vous dire que c'est un gros mot, parce qu'il puisse y avoir deux avis sur un sujet qui ne soit pas convergent sans qu'il y en ait un qui ait tort et l'autre qui a raison, c'est quand même un peu compliqué, hein, qu'il n'y ait pas unicité de la solution, c'est des choses un peu bizarres. Des controverses à la fois parce que la science n'est pas établie sur tous les éléments, puis des controverses sociales parce que ben voilà, autour du nucléaire, on voit qu'il y a des débats sur qu'est-ce qu'on fait des déchets, qui ne sont pas des débats que techniques, qui sont des débats d'abord culturels, des débats de valeurs, et qu'il faut les mener aussi dans ces sphères-là. Il y a des irréversibilités de l'écosystème, donc des seuils à ne pas franchir. Voilà. Donc toutes ces évolutions, en tout cas cette montée en importance de ces éléments de contexte pour nos étudiants, implique qu'on doit développer des compétences qui, pour un certain nombre d'entre elles, sont compétences standards dans la formation initiale, hein, chercher, analyser, critiquer, observer, mesurer, évaluer, modéliser, tout ça sont des choses qui sont habituelles, même si parfois elles ont pu, notamment sur les questions d'observation et de mesure, en tout cas dans les formations scientifiques, perdre un peu d'importance alors qu'elles sont essentielles. Et puis il y a des choses qui sont nouvelles, qui sont l'importance de travailler la robustesse des solutions qu'on met en place, qu'on peut appeler la résilience, c'est-à-dire le fait qu'on va déployer des choses qui vont se dérouler dans le temps et que le temps, il nous envoie dans des futurs qui sont par nature incertains et que donc quand on met en place une politique climatique, il faut qu'elle soit adaptée au fait qu'on peut être 12 milliards ou 7 milliards, qu'on peut être riche par riche, qu'on peut privilégier le charbon ou faire autrement. Et donc il faut pouvoir reprendre la main régulièrement pour pouvoir s'adapter à l'évolution du monde tel qu'on l'observe. Il y a le fait de mettre la sobriété au cœur des démarches, et ça c'est complètement nouveau. Et je parle bien de sobriété, hein, je ne parle pas d'efficacité. Et ça en fait on ne sait pas faire, globalement on ne sait même pas en parler. Il y a l'importance de la co-construction, je vais y venir, c'est-à-dire le fait que tout aussi brillants soient nos étudiants, tout seuls ils ne peuvent pas ni mener les diagnostics, ni élaborer les solutions, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont qu'une partie de la solution. Et que optimiser leur partie n'a pas beaucoup de sens. Ce qui est important, c'est d'intégrer avec les autres et que quelqu'un qui est tenant de compétences juridiques, par exemple, soit capable d'intégrer ces dimensions juridiques avec des dimensions techniques, avec des dimensions sociologiques, avec des dimensions financières, et que personne n'a toutes ces compétences et que donc il est important de co-construire, et puis bien évidemment de co-construire avec les gens qui vont être les sujets de ce que l'on va proposer. Et donc, évidemment, ça implique qu'on fait évoluer des compétences vers plus du problème setting que du problème solving, c'est-à-dire que voilà, l'idée d'avoir des problèmes qui sont bien posés et on apprend dans l'enseignement supérieur des méthodes pour les résoudre, évidemment, c'est absolument indispensable et on a besoin de ces méthodes-là. Mais en fait, le développement durable, former au développement durable, c'est plutôt aller vers le problème setting, c'est-à-dire en fait, c'est quoi la question qui est bien posée, à laquelle on cherche à répondre, et ça nous emmène évidemment vers une complexité. Et pour ce faire, du coup, effectivement, il y a différents guides de compétences pour essayer de traiter la question. Alors, vous allez voir, le gros avantage, c'est qu'ils disent tous la même chose.
Donc, est-ce que ça donne de la robustesse? On peut dire en science que quand il y a convergence, il n'y a pas preuve, mais enfin, effectivement, c'est quand même un début. Donc, il y a le guide, effectivement, auquel j'ai participé. Il y a un guide qui est produit par l'UNESCO pour former aux ODD. Il y a le manuel de la grande transition qui est produit par le campus de la transition dans le cadre du projet Fortes, qui a une entrée plus cognitive que compétence, mais qui converge sur un certain nombre d'éléments. Puis il y a le Minconf européen qui présente aussi les compétences. Alors il y en a bien d'autres. Hein. Je vais simplement cartographier cela pour vous montrer effectivement qu'ils disent la même chose. Alors je vais partir par exemple de celui que j'ai produit, mais c'est pour avoir un point de départ, qui s'appuie en fait sur 5 compétences et qui dit former les acteurs d'un développement durable ou de la transition. Je ne vais pas rentrer dans le débat sémantique aujourd'hui. C'est en fait les former à 5 grandes compétences. La première, c'est la systémique, qui en fait inclut 2 dimensions. La première, c'est que, alors, je parle depuis une école d'ingénieur, séparer les problèmes en sous-problèmes, c'est bien, mais ce n'est pas parce qu'on a résolu les sous-problèmes qu'on a résolu le problème. Et donc, en fait, comprendre que quand on change d'échelle, il y a des choses qui se passent et qu'il faut être en capacité de poser les problèmes et de les traiter à différentes échelles. Ça, c'est, je dirais, l'approche la plus simple de la systémique. Puis la deuxième, qui est évidemment beaucoup plus intéressante, c'est la complexité, c'est-à-dire la pluridimensionnalité de tous les problèmes. Aucun problème n'est que technique, ou que financier, ou que organisationnel. Et donc, il va falloir effectivement appréhender ces différentes dimensions et surtout les articuler en acceptant évidemment d'être plus optimal sur chacune d'entre elles pour que la solution intégrée, elle, fonctionne bien. La deuxième compétence, c'est la prospective, donc c'est la capacité à explorer effectivement les futurs pour inférer les stratégies à déployer aujourd'hui, en tenant compte du long terme d'une part, mais en tenant compte aussi du fait que, par définition, ce qui va se passer dans le futur, on ne le maîtrise que très imparfaitement, et que donc il faut que nos stratégies elles soient robustes à ce qui va se passer et qui ne dépend pas de nous. Et donc ça invite à mettre à côté de dirais, une fonction objective qui serait une minimisation de coûts, une efficacité technique, de mettre de la résilience comme deuxième critère de choix d'une stratégie, ce qui va évidemment aller vers une préférence pour des stratégies incrémentales et des stratégies mixtes qui permettent effectivement d'ajuster les choses au fur et à mesure que l'on voit la façon dont le monde évolue, et ce qu'on ne peut évidemment pas prévoir. On peut l'explorer, mais on ne peut pas le prévoir et on peut encore moins le choisir. La troisième compétence, c'est donc la co-construction. J'en ai déjà parlé, co-construction des diagnostics avec l'ensemble des parties prenantes, co-construction des solutions à la fois pour répondre à la dimension multidimensionnelle appréhendée dans la systémique et aussi pour que les gens puissent s'approprier ce que l'on fait. Donc, il y aura bien d'appropriation, pas d'acceptabilité. Il faut bien que ce soit co-construit pour que les gens adoptent ce que l'on cherche à faire. La quatrième, non des moindres, c'est mettre en œuvre. Il ne s'agit pas juste de définir ce qu'il faudrait faire, il faut le mettre en œuvre. Il faut le mettre en œuvre, c'est-à-dire justement tenir compte d'un état de départ existant, savoir effectivement définir les différentes étapes pour aller vers un idéal qu'on n'atteindra probablement jamais, un horizon, mais ce n'est pas grave. Et ça veut dire construire les récits, embarquer les gens. Et on sait à quel point c'est central, effectivement, d'expliquer aux gens que des mondes plus sobres ne sont pas forcément des mondes de renoncement, bien au contraire. Il y a des gens autour de la table qui en parlent beaucoup mieux que moi, mais voilà, c'est des choses qui sont effectivement complètement centrales et il faut qu'on arrête d'avoir des gens qui se satisfassent de simplement analyser le problème et trouver une solution. Il faut que ce soit des gens qui prennent la responsabilité de la mise en œuvre. Et enfin, la cinquième compétence, c'est un peu la clé de voûte de ça, c'est agir en citoyen et professionnel responsable. Donc, c'est réfléchir effectivement au cadre de valeurs dans lequel on évolue, définir son propre système de valeurs, c'est-à-dire l'expliciter, le confronter à d'autres, comprendre qu'il existe différents cadres d'appréhension de la relation de l'homme à la nature, de l'action, etc. Et choisir le sien, et puis ensuite, à partir de là, assumer effectivement ses choix, traiter les conflits de valeurs lorsqu'ils apparaissent, les expliciter, les traiter, etc. Donc ça, voilà, c'est les cinq compétences que propose le guide, et sur chacune de ces compétences, le guide, en fait, il y a 5 dimensions qui vont de la connaissance à la mise en œuvre, en passant par la révision. Hein, donc voilà, c'est quelque chose, une matrice à 2 dimensions, 5 compétences, 5 dimensions. Je ne vais pas plus loin dans la présentation de ce guide, simplement je vais vous faire la cartographie des autres, en commençant par l'UNESCO. Donc l'UNESCO qui nous dit aussi, en fait, les compétences, c'est l'analyse systémique et la résolution intégrée des problèmes. C'est les 2 dimensions de l'analyse systémique que j'ai présentées
auparavant. C'est l'anticipation qui renvoie à la dimension prospective. C'est le normatif qui renvoie à la fois à la définition du cadre de mise en œuvre des transitions et puis à la dimension, cette fois-ci, de choix et de positionnement et de proposition. C'est la collaboration qui renvoie complètement à la notion de co-construction. Puis c'est l'analyse stratégique, la connaissance de soi qui renvoie aux questions responsabilité éthique et la réflexion critique qui renvoie à la fois aux dimensions de mettre en œuvre et réviser et puis de choisir et se positionner. Donc on voit qu'on a là quelque chose de très convergent sur les messages qui sont portés par ces deux référentiels. Et si je rajoute le référentiel européen, donc j'ai remis en anglais, vous m'excuserez, il dit quand même exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est complexité, c'est prospective, c'est agir, c'est intégrer des valeurs de durabilité, voilà, donc c'est la dimension, encore une fois, responsabilité éthique. Et donc, vous voyez qu'on a un gros avantage, c'est qu'ils disent tous la même chose, et donc ça permet de définir un cadre de métacompétences associées aux formations au développement durable qui est relativement robuste, en tout cas qui est porté par des institutions de nature diverse, à la fois des conférences françaises de l'enseignement supérieur, la Commission européenne et puis l'UNESCO. Donc c'est assez simple, et à partir de là, on va effectivement pouvoir dire comment on déploie ces compétences dans une formation. Et pour ce faire, je vais vous montrer un exemple qui est celui de l'école des ponts. Donc l'école des ponts, on a commencé à questionner au-delà de ce qui a été évoqué, c'est-à-dire des formations un peu spécialisées, même si j'estime que le Master Transport et Développement durable n'est pas une formation spécialisée de développement durable, c'est une formation de transport qui appréhende les choses à l'aune de la durabilité, ce qui est très différent, me semble-t-il. Mais voilà, on a essayé d'initier les choses sur la formation d'ingénieurs en 2012. Et alors, vous allez me dire, on est en 2023, c'est super lent. Ben oui, bienvenue. Dans un monde où ces choses-là sont compliquées, on est parti de choses qui étaient beaucoup trop, comment dirais-je, molles, et qui donc ne généraient pas de débat de définition de c'est quoi le développement durable pour l'école des ponts. Et j'ai pu partir sur des définitions qui n'étaient pas opérationnelles, parce que tout le monde était d'accord. Donc c'est que ça n'allait pas. Et donc effectivement, ça m'a amené à progressivement faire monter une approche autour d'objectifs de formation, de learning outcomes, sachant qu'à l'école des ponts, on a quelque chose d'un peu particulier, on n'a pas de corps enseignant, et donc à chaque fois qu'on ouvre un cours, on définit une fiche de cours en disant le contenu et les objectifs pédagogiques. Voilà ce que l'élève doit savoir faire à l'issue du module. On a 4-5 par module, et puis après on lance des appels à candidature, on a nos chercheurs qui peuvent se positionner, on a aussi les pairs qui se positionnent. Du coup, la définition des learning outcomes est très explicitée dans notre formation depuis assez longtemps. Et donc, on a commencé à faire, définir ces learning outcomes, à faire une cartographie de ce qu'on faisait, de ce qu'on ne faisait pas. Puis on est rentré dans un débat sans fin qui consistait à dire, en fait, le développement durable, c'est plus d'ingénierie parce que c'est une ingénierie plus complexe. Oui. Et le développement durable, c'est plus de sciences humaines parce que, en fait, c'est plus de dimensions intégrées. Oui. Et comment on fait 2 fois plus avec le même temps élève, c'est là que on s'est arrêté. Et heureusement, on a eu des fesses cognées par nos étudiants grâce au réveil écologique. On dit, maintenant, il faut arrêter de tergiverser, il faut y aller. Et donc là, on a réuni un groupe de travail pendant le premier confinement, ce qui nous a permis d'être assez actifs. Avec à la fois des étudiants, et dans des étudiants, on avait les étudiants de nos associations intéressés sur le sujet, engagés. Et puis, je suis allé chercher un peu des fesses aussi, des étudiants qui ne se sentaient pas du tout concernés, en leur disant, mais là, on parle de votre tronc commun d'ingénieur, et donc c'est bien que vous nous disiez ce que vous y voyez aussi. Et ça a généré des débats très riches. Ça n'a pas beaucoup modifié ce qu'on a décidé de faire, mais ça a permis de les convaincre que c'était important pour eux aussi. Et donc, on a défini 70 objectifs de formation, dont on a mis un peu plus de la moitié dans le tronc commun, et puis l'autre moitié pour ceux qui veulent aller plus loin, sachant qu'en gros, on estime qu'on a 2 catégories d'ingénieurs qui ne sont pas étanches. On a des ingénieurs plutôt de conception avancée, qui vont aller très loin justement sur la maîtrise disciplinaire, et puis des ingénieurs qui vont être plutôt des ingénieurs de gouvernance des transitions, qui vont avoir un socle scientifique solide, mais qui vont travailler plus avant justement les questions un peu sociétales et les soft skills nécessaires à la mise en œuvre des transitions. Et donc, on a développé cette liste de 70 objectifs de formation sur 7 axes. D'abord, un axe de compréhension des enjeux. Donc là, on retrouve un peu ce qui est justement aujourd'hui porté par le cours de tronc commun du GT Jouzel. C'est en fait pourquoi il faut agir. Même si les étudiants n'arrivent évidemment pas
pas vierges là-dessus et que de plus en plus, ça devient compliqué de faire ça. Un, parce qu'ils ne sont pas vierges. Deux, parce que ça les stresse, en fait, quand on leur montre l'ampleur des enjeux. Et que trois, parce que, effectivement, la connaissance ne faisant pas l'action, c'est pas forcément aujourd'hui l'angle par lequel il faut rentrer dans une formation pour en débattre, si vous voulez. La deuxième, c'est, nous, on fait un focus sur les enjeux énergétiques parce qu'on est sous tutelle du ministère de la Transition écologique et qu'on a quand même deux secteurs, traditionnellement, à l'école des ponts, le transport et le bâtiment, qui sont très impactants en termes environnementaux. Donc, on fait un point là-dessus. Et plutôt dans une logique pas du tout de production, justement, plutôt de maîtrise de la demande, et à la fois dans les aspects techniques, mais aussi dans les aspects organisationnels et réduction de la demande par l'organisation, notamment l'organisation des territoires. Les outils d'ingénierie liés à la prise en compte de l'environnement, donc là on trouve des choses qui sont très classiques d'analyse de cycle de vie, mais qu'on essaye vraiment de pousser jusqu'à l'éco-conception et à une stratégie matière, c'est-à-dire une stratégie sobriété matière. Explicitement, vous devez concevoir un tel service ou tel objet avec X% de matière vierge en moins, comment vous faites. Le quatrième axe, qui est probablement le plus difficile à mettre en œuvre, c'est justement cette question d'intégration entre les différentes dimensions d'un problème pour appréhender la complexité. Ça, c'est vraiment ce qui peut se faire qu'à travers des projets et avec des enseignants qui acceptent de mettre à nu leur incompétence au départ et leur nécessité de travailler entre collègues complémentaires pour le faire. Mais c'est un peu se jeter dans le grand bain sans forcément être complètement outillé, mais c'est le seul moyen d'y arriver. Quelque chose évidemment autour des risques, mais aussi de l'incertitude, et notamment celle inhérente au futur. Et puis, quelque chose autour de la mise en œuvre, donc à la fois dans des compétences d'interculturalité au sens large, c'est-à-dire comment je discute avec des gens qui n'ont pas les mêmes connaissances que moi, qui n'ont pas les mêmes projections que moi, qui n'ont pas le même univers mental que moi, pour à la fois comprendre comment ils définissent leurs besoins, comprendre comment je vais pouvoir produire des choses qui satisfassent ces besoins tout en étant respectueux des contraintes de l'écosystème dans lequel on évolue. Et puis encore une fois, quelque chose autour d'une réflexion éthique qui, pour l'instant, très honnêtement, assez balbutiante. C'est compliqué d'introduire ça dans une école d'ingénieur. Et puis, bien évidemment, il y a à côté de ça plein d'autres compétences qui préexistaient sur la créativité, sur le qualitatif plutôt que le tour quantitatif, etc., qui sont très utiles, mais qui ne sont pas spécifiques à une formation de développement. Voilà, je ne vais pas... Merci beaucoup. Très bien. Juste pour dire, voilà, on a à peu près aujourd'hui 58 modules sur 300 qui traitent directement de ces questions-là, mais on a aussi une approche très diffuse, c'est-à-dire l'idée c'est qu'on est aujourd'hui en train de reprendre les fiches de chacun des modules pour dire est-ce que vous contribuez ou pas. C'est pas forcément grave que vous ne contribuiez pas, on a aussi besoin de cours de maths, on a besoin de cours de méca, qui soient d'abord des cours de sciences et d'apprentissage de la boîte à outils scientifique. Il y a un moment donné, il faut se poser la question de leur articulation avec le reste. Et puis, on est en train de mener un travail sur l'évaluation du mémoire de fin d'études à cet au-delà, ce qui est très compliqué, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de collègues qui, justement, jusque-là, faisaient de l'évaluation de mémoire de recherche en maths ou en méca, qui ne se sentent absolument pas légitimes pour faire ça, et ils ont raison, mais il va pourtant falloir le faire, et donc ça pose un certain nombre de questions. Un grand merci pour avoir tenu le temps en plus, et pour nous inspirer aussi. Du boulot grâce à vous. Bon, alors, je donne la parole maintenant aux deux intervenants, Émilie Franquiel et Olivier Michel. Je ne sais pas dans quel ordre vous pouvez intervenir. Et vous avez aussi 20 minutes à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va intervenir ensemble. Voilà. C'est-à-dire qu'Olivier va me couper la parole quand je vais. Si vous restez dans les temps. Donc, on va vous présenter la Convention citoyenne étudiante de l'UPEC, qui est un dispositif délibératif qui est transversal parce qu'il est interdisciplinaire, il met en action les différentes communautés de l'université, il est pédagogique, mais il est aussi scientifique et son objectif, c'est de transformer l'université et la société en général. Donc, voilà, il est très, très ambitieux. L'idée, c'était d'adapter la Convention citoyenne pour le climat à l'échelle de l'université. C'était à la fois un succès et un échec. Et on a entendu l'appel qui était de dire, bon, au niveau national, on n'a pas pu aller plus loin que ça. Maintenant, il faut continuer tout de suite à toutes les échelles. L'Université Paris-Est Créteil, c'est 42 000 étudiants.
C'est des milliers de personnels, y compris les enseignants-chercheurs. Donc, c'est déjà une échelle intéressante, avec beaucoup de campus sur 3 départements, beaucoup de collectivités territoriales également. Donc, on a commencé, là, on est en train de, en fait, lundi prochain, on lance la 3e édition déjà. Il y a une édition par an, mais il y a eu une première édition pendant le confinement où, au lieu d'organiser la première convention citoyenne étudiante, on l'avait co-construite avec un groupe d'étudiants. Donc, on est déjà à notre 4e année. Alors, comme la Convention citoyenne pour le climat, on alterne les réunions plénières et également le travail de groupe. C'est le moment vraiment fort pour les étudiants et les étudiantes, où ils se retrouvent non pas à 450 au théâtre municipal de Fontainebleau comme pendant les plénières, mais ils se retrouvent à 10 avec un étudiant et une étudiante qui a été formé spécifiquement à la facilitation pour que les délibérations chaque jour se passent bien. Donc, le processus dure au minimum 2 mois entre le lancement et la clôture. Le lancement, c'est 3 journées et la clôture, c'est 2 journées. Entre les deux, on a des... Ah, mince, c'est quoi? Peut-être. Oui, on continue comme ça, voilà, c'est bien. Ouais, ça marche pas avec le mode. Donc, la deuxième journée, entre le lancement et la clôture, on a tout un tas de conférences, d'ateliers intermédiaires qui sont également organisés. Et on utilise un logiciel open source qui a été créé à Barcelone qui s'appelle Decidim et qui nous permet, dès le 3e jour du lancement, de mettre toutes les propositions en ligne et de pouvoir commencer à travailler et nous coordonner, même si on ne retrouve plus 450 étudiants dans la même salle jusqu'à la clôture. Donc, là, ça vous donne les petites images de la première convention où les étudiants sont sur scène, déjà en train de partager leur travail au terme du lancement, dans les salles, en train de, encore une fois, là, les petits groupes sont en train de partager avec les groupes thématiques leur travail. Et puis, bien sûr, il y a des moments de formation dans un tout dispositif délibératif. Ce qu'on veut, c'est recueillir des opinions informées et qu'on débatte sur des opinions informées et qui sont de plus en plus informées aussi parce que donc il y a des expériences et des points de vue divergents qui vont pouvoir être partagés et pouvoir amener à des décisions. Donc le contexte pour nous, bon, c'était aussi l'émergence de notre IEP de Fontainebleau qui nous a permis d'avoir des liens encore plus forts avec les collectivités territoriales, avec la présidence. Bien sûr, le contexte d'urgence environnementale encore plus pressant, le contexte aussi d'urgence sanitaire d'ailleurs, et puis ce besoin pressant d'enseigner différemment et de mieux inclure les étudiants et les étudiantes dans le processus décisionnel et d'agir, en fait, de plus être dans une dissonance cognitive, d'enseigner sur certaines choses ou alors de militer en dehors de l'université et que l'université ne change pas. Et donc, l'idée, c'est de partir de nos étudiants à nous, donc de notre échelle, mais étendre nos réflexions au territoire environnant et puis au-delà de rayonner comme on essaie de le faire aujourd'hui, par exemple. Donc ça, c'était l'affiche un petit peu tronquée de la toute première édition. On était sur l'alimentation, d'autant plus qu'à Créteil, pendant le confinement, on avait eu vraiment des files d'étudiants qui n'arrivaient pas à s'alimenter 3 fois par jour, qui étaient extrêmement longues. Donc, on s'est dit que c'était un bon point d'entrée pour entrer sur les enjeux environnementaux, mais vraiment en s'interrogeant vraiment aussi sur le contexte social, bien sûr, et économique. Et donc, les conventions citoyennes étudiantes, donc elles couplent ou elles agrègent une partie donc formation, confrontation des arguments, délibération. Il y a beaucoup de restitution. On utilise des outils, donc Decidim. L'année dernière, on a testé un autre outil qui s'appelle Police. On a testé le jugement majoritaire. Donc, on fait des propositions. Ça dure 2 mois. Suite à ça, on organise des réunions. On a des ambassadeurs, des ambassadrices de la Convention citoyenne étudiante qui vont venir rencontrer les mairies, la présidence de l'université, parfois invités dans des ministères ou dans des institutions nationales pour présenter leur travail et les propositions qui pourraient donner lieu à une action. Et donc,
entrer en négociation donc pour cette mise en application. Et puis, on met en place un suivi à travers toujours cet outil Decidim qu'on héberge maintenant à l'université. Et puis aussi à travers des réunions. Il y a des films documentaires qui ont été tournés, qui permettent aussi de documenter tout ça, d'archiver et de participer à ce rayonnement. Donc, suite à la première convention citoyenne étudiante sur l'alimentation, c'est Faire École, qui a été réalisée par Yves Le Chermeyer. La deuxième édition, l'année dernière, portait sur le numérique. Quel numérique pour quelle société? Donc là, on n'avait pas seulement 4 thématiques. D'ailleurs, les étudiants avaient rajouté une 5e lors de la première édition sur l'alimentation. On était parti sur 6 thématiques. Et il y a un documentaire qui vient juste de sortir et qui est sur la chaîne YouTube de notre Institut d'études politiques, qu'on a appelé Assemblée. Donc, les étudiants sont au cœur du dispositif. C'est pour ça qu'on a appelé ça la Convention citoyenne étudiante. On leur a donné différents rôles. Donc, je l'ai déjà dit, ils ont participé à la conception du dispositif. Donc, il y avait des étudiants qui ont co-construit le dispositif. Il y a toujours des étudiants à l'organisation. On essaie d'avoir des budgets pour payer des stagiaires, un apprenti, des emplois étudiants. Les étudiants sont les facilitateurs et facilitatrices, sans lesquels il n'y aurait pas de délibération de qualité. Bien sûr, ce sont les participants, les participantes principaux. Ce sont également des étudiants qui vont animer les tables rondes, les fresques du climat et numérique, qui sont d'ailleurs, en fait, il n'y avait pas d'entrée climat à l'UPEC avant la première convention citoyenne, et ça fait partie des premières mesures qui ont été mises en place à la Réunion des étudiants. Les étudiants sont aussi dans le pôle fact-checking, le pôle communication, mènent des enquêtes dans le pôle recherche, sont dans des postures d'expertise. Par exemple, les juristes l'année dernière avaient monté un centre d'essai juridique et numérique, écrivent des scènes de théâtre-forum également, et donc les jouent et les propagent, et puis donc font partie de ce comité de gouvernance et des ambassadeurs, ambassadrices de la Convention citoyenne étudiante. Depuis l'année dernière, on tire également au sort, parmi nos étudiants qui participent, des représentants des générations futures. C'est un rôle extrêmement difficile à jouer. On essaie de les accompagner. Cette année, il y a une juriste de Sciences Po Rennes, Ingrid Gaillard, qui les accompagne également. Donc voilà, l'équipe d'organisation, ça donne à peu près ça. Ça fait quand même déjà pas mal de monde. Pour vous donner quelques chiffres de la dernière convention, donc on a travaillé pendant 2 mois, il y avait 450 étudiants, 7 composantes sur 17 de l'université, il y a à peu près une centaine d'intervenantes extérieures, 5 journées complètes de travail, plus 7 ateliers intermédiaires, dont un hackathon qu'on organise avec les ingénieurs informaticiens d'Olivier depuis maintenant 3 ans. Il y a eu 138 propositions, et dont 67 qui ont été produites après les 3 premiers jours, une synthèse qui a mis en avant 7 propositions fortes et 40 autres propositions. Donc, il y a eu des fusions qui ont été faites, il y a des scènes de théâtre forum donc, qui ont été produites. On a eu des réunions. On sait par exemple que les réunions avec le vice-président numérique de notre université ont influencé sa construction du schéma directeur du numérique. Il y a eu des réunions avec la mairie, avec quelques propositions qui ont donné aussi des choses, le Conseil national du numérique, et puis on a été invité au SGPI. Donc, notre petite synthèse, ça donne ça. Au moment de la clôture, en fait, on travaille sur les propositions, les étudiants donnent des notes de faisabilité et ensuite s'expriment au jugement majoritaire pour voir si on doit vraiment les retravailler, s'il y en a qu'on doit mettre en avant ou pas. Il y a énormément de choses qui sont faites en parallèle. On a du mal à mettre en place toutes ces propositions. On n'a pas forcément les moyens pour le faire. Donc, il y a des choses qui peuvent justement participer à cette mise en place progressive, notamment la première chose qui a été demandée par les étudiants, c'était de dire mais il y a des éco-délégués avant l'université, pourquoi il n'y en a pas à l'université? Et donc, on a créé ce statut. Maintenant, ce n'est pas forcément évident pour les étudiants de prendre le temps d'endosser ce rôle. Donc, il y a des fresques qui sont organisées, des choses qui sont faites un peu plus naturellement sur le campus de Fontainebleau et qu'on essaie d'étendre ailleurs. Mais voilà, globalement, en tout cas sur l'alimentation, on a été bloqué, notamment parce que le Crous était l'interlocuteur principal et que s'il ne joue pas le jeu, on ne peut pas faire grand-chose. Donc là, on y travaille un peu. Les gens ne savent pas qu'ils ont un pouvoir de résiliation. Ouais. Donc voilà, bon, ça c'est pour vous montrer Decidim. Là, on voit le module suivi. Donc ça nous permet d'avoir une petite trace comme ça.
Mais il y a quand même des projets qu'on est en train de mettre en place. Par exemple, là, avec Olivier, on a fusionné une douzaine de propositions de l'année dernière pour créer un low-tech lab, qui est une sorte de ressourcerie numérique et qui est à la fois un espace de formation, on ouvre les ordinateurs, tout le monde travaille pour prolonger leur durée de vie. Et c'est un espace de sensibilisation, mais aussi de recherche dans différentes disciplines. Donc, on est en train de le mettre en place. On commence à former les étudiants la semaine prochaine, à travers notamment une ligne d'ouverture. Et le hackathon, bien sûr, va permettre d'augmenter tout ça. Et puis, il y a un média communautaire aussi. Donc là, c'est plutôt aussi pour poursuivre cette horizontalisation et permettre donc aux étudiants, aux étudiantes de pouvoir produire des contenus et se former sur ces questions, mais pas seulement. De manière relativement autonome. Donc, en termes d'expérience des étudiants, il y a beaucoup d'émotions. Donc, surprise, anxiété, pas seulement par rapport au sujet, mais aussi la peur de mal faire, en fait, un sentiment d'avoir une très grande responsabilité qui leur est donnée. On les met à l'action. Donc, un grand intérêt, un sens de l'engagement, une fierté, mais aussi, et avec raison, une grande méfiance et une inquiétude parce que elles se rendent bien compte qu'on leur demande énormément de travail et d'investissement. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on a les moyens de pouvoir mettre les choses en œuvre? Est-ce qu'on va vraiment les écouter? Est-ce que ça va vraiment changer la gouvernance de l'université? Et puis, ils sont fatigués et ils peuvent être aussi frustrés parce qu'ils ont besoin de plus de temps. En même temps, ils ne l'ont pas, les examens arrivent. Voilà. Et puis, des moments aussi de frustration parce qu'on fait travailler des étudiants qui sont très différents, qui viennent de disciplines très, très différentes, qui sont de niveaux différents. Et donc, ils apprennent à travailler ensemble et c'est extrêmement riche, mais c'est coûteux, c'est assez difficile. On le voit notamment aussi pendant le hackathon, justement, parce qu'on passe encore plus de temps ensemble. C'est une expérience politique, parce qu'il y a une reconnexion entre justement les études et les préoccupations extérieures, un moment de prise de conscience. Aussi de prise de confiance, parce qu'il y a beaucoup de moments de prise de parole, il peut y avoir un sentiment d'efficacité politique qui se développe, en tout cas on essaie de le développer chez eux, une envie de s'engager davantage, une activation de la citoyenneté plus largement, et puis aussi un intérêt pour les processus délibératifs. Et alors, on peut dire qu'il y a un effet empowerment, et d'ailleurs les étudiants chaque année nous reprochent très rapidement de ne pas avoir suffisamment horizontalisé, de ne pas leur permettre de décider tout par eux-mêmes et de ne pas avoir encore levé assez de barrières, parce que voilà, on choisit les thèmes avec eux et en même temps tout en imaginant ce que ça va donner, quelles mesures on peut mettre en place, etc. Et ça crée des contraintes. Donc c'est une expérience pédagogique et institutionnelle. Parce qu'on enseigne autrement, on étudie autrement, on change de posture. C'est un moment d'acquisition de nouvelles compétences, donc pas seulement pour les étudiants, pour nous aussi. C'est aussi un moment révélateur d'habitudes professionnelles, disciplinaires, des contraintes bureaucratiques, mais aussi psychologiques. Donc c'est un moment à la fois extraordinaire mais difficile. Donc, on a besoin de soutien politique, ça aide beaucoup, mais il y a toujours ce questionnement, en fait, de quelle nature, jusqu'où il va, ce soutien, est-ce qu'il peut pervertir le dispositif aussi. Voilà, on a toujours plein de besoins supplémentaires. Je vais parler un petit peu de budget si ça vous intéresse et si on a le temps. Donc, il y a un ancrage territorial qui est très fort. Hein, donc, parmi cette centaine d'invités, il y a beaucoup de personnes extérieures qui viennent. Et puis, donc, on essaie de rayonner. Donc là, ça, c'est l'affiche de la prochaine convention. Et puis, c'est un dispositif de recherche. Donc, il y a aussi l'affiche du prochain colloque du laboratoire Molifa, dont je suis directrice adjointe, et qui porte sur la délibération et qui va être aussi le moment fondateur d'un réseau des universités qui délibèrent, qui ont envie de faire délibérer leurs étudiants. Et donc, peut-être que suite à ce séminaire, Dauphine voudra faire partie de ce réseau. Interdisciplinaire. Et oui, c'est interdisciplinaire. Et donc, la deuxième partie du colloque sera en hybride et en anglais, parce qu'il y a des universités américaines, et anglaises et suisses qui veulent faire partie du réseau. Donc, pour vous parler très brièvement donc, de la Convention citoyenne étudiante qui commence là lundi prochain.
Donc, on a choisi le thème de l'université, de l'avenir. On endosse vraiment là, le côté prospectif en insistant sur l'idée de commun, de faire communauté. Et donc, le thème transversal, c'est comme toujours la transformation environnementale de l'université. On va aussi réfléchir sur justement comment faire communauté, qu'est-ce que c'est les communs à l'université, qu'est-ce que c'est une ville campus, quels sont les nouveaux métiers, ou alors les métiers d'avenir qui ne sont pas forcément nouveaux, mais qui devraient justement être mis en avant. Comment est-ce qu'on peut améliorer le bien-être étudiant, aussi de l'engagement étudiant. On a plus de composantes qui participent cette année. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup d'étapes. On pourra vous envoyer tout un tas d'informations si ça vous intéresse. Globalement, donc, nos objectifs pour cette année, c'est en fait de faire un meilleur état des lieux de ce qu'on fait déjà à l'université, ce qu'est l'université, et mettre en place des actions transformantes, mais aussi mettre en place un système de la participation au sein de l'université dans lequel s'intègre cette convention citoyenne étudiante. On est en train de développer notamment une assemblée des communautés de l'UPEC, où l'idée c'est de tirer au sort des enseignants-chercheurs, des personnels aussi, et des partenaires pour travailler à la transformation de l'université. Je voudrais insister sur une chose que je n'ai pas encore dite, c'est qu'en fait, la particularité de notre convention citoyenne étudiante, et on l'appelle quand même convention citoyenne, c'est qu'on ne tire pas au sort les étudiants. Moi, je suis aussi coprésidente d'un dispositif à Nantes qui s'appelle la conférence de développement durable, où j'ai aussi observé un dispositif qui est plutôt aussi intercommunautaire comme à Nantes, à l'UNIL, à Lausanne. Et malheureusement, les étudiants tirés au sort ne viennent pas. Ils refusent beaucoup et puis au final, ils participent très peu. Donc nous, on est vraiment parti sur une obligation. Donc en tant que responsable de formation, on embarque des promotions. C'est dans les maquettes ou alors on va hacker des cours. Et en fait, les étudiants sont obligés de participer. Et c'est notre manière de faire délibérer et participer des personnes qui ne l'ont pas choisi, qui ne seraient pas venues, ne se sentent pas forcément concernées. Et donc, de retrouver voilà, les bénéfices d'un tirage au sort avec des étudiants. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? D'accord. Et donc, si jamais c'est des questions qui vous intéressent, parce que, bon, ça c'est pour mettre le pied à l'étrier, je pense qu'à Dauphine, vous voulez faire quelque chose de similaire, voilà à peu près les dépenses et les recettes possibles. Nous, il y a une stabilisation cette année parce qu'il y a une ligne SELEC, dispositif participatif, qui existe et qui a été abondée pour la Convention citoyenne étudiante. Et bien sûr, il y a d'autres choses, il y a des financements par les transformations pédagogiques, par des collectivités territoriales, par des fondations, des partenaires. L'apprenti qui est là depuis 2 ans, c'est par le label SAP, Sciences avec et pour la société, qu'il est financé. Et oui, toute dernière chose, on a créé un diplôme universitaire de facilitation parce que l'idée, c'est de former nos étudiants à la facilitation, mais de permettre aussi à des personnels, à d'autres enseignants-chercheurs, et à n'importe qui intéressé de pouvoir participer à l'aventure et donc participer vraiment à la même formation que nos étudiants de M2. Et ensuite, ça fait partie du diplôme universitaire, ont l'expérience de la Convention citoyenne, facilite pour ensuite se sentir équipé, pour pouvoir faire ça ailleurs, dans le cadre d'une convention citoyenne ou autre chose. Et ça pourra être peut-être à terme une autre source de financement. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est vous êtes bien. Très bien. On passe à la discussion. Moi, j'ai une petite question en termes d'évaluation du coup de ce cours dans les formations. Jules, présentez. C'est Murat du LAMSAD, le maître de conférence en informatique. En termes d'évaluation de ce processus dans les différentes formations, vous avez opté comment? Donc, ça dépend du coût des formations. Donc, ça dépend des enseignants-chercheurs finalement qui sont embarqués et des différentes politiques des composantes. Nous, à l'IEP, on a créé une UE engagement. Et donc, il y a des conférences, il y a la participation à la convention, il y a un cours de projet qui sert aussi de valorisation de l'engagement étudiant. Et il n'y a pas de note qui est donnée à la participation à la convention citoyenne, il y a seulement une obligation de participation. Et la note il y a forcément une note qui est donnée, mais en fait, elle dérive des autres notes données au cours projet.
et de participation à d'autres notes. C'est-à-dire que les étudiants ne vont pas avoir une meilleure note parce qu'ils ont participé, ni une moins bonne note. Ça correspond en gros à leur moyenne. Mais donc, il y a une obligation de présence. Mais il y a une obligation de présence. Ouais, ça, c'est pour l'IEP. Maintenant, il y a aussi créé des cours où là, les étudiants peuvent choisir d'être évalués en plus. Et ça rentre dans mon dispositif de recherche d'ailleurs, où ils vont produire en fait des enquêtes, où ils vont écrire des retours d'expérience, raccrocher à la littérature scientifique sur la délibération et des choses comme ça. Et là, ils vont avoir une note, c'est un cours à part entière. Mais sinon, c'est seulement une obligation de participation. Dominique? Non, moi, Non, parce que tu dois partir plus tôt. oui, mais c'est... Ok, ça parle. D'accord. C'est bien, c'est auto-organisé. Oui, ben moi je voulais dire quelques petites choses sur les deux exposés. D'abord, alors donc nous on a commencé en 2020 et on a ressenti l'an dernier en fait un peu la même exigence de la part de nos étudiants. C'est-à-dire l'an dernier qu'on a fait notre conférence inaugurale. Les étudiants à la fin nous ont dit ouais mais bon tout ça on le sait, donc maintenant on veut des solutions. Et donc, je vous rejoins quand vous dites que bah non, ça ne peut pas être. Il faut quand même leur expliquer des choses, s'accorder sur le diagnostic. Il y a différentes interprétations de la manière dont ça s'est passé. C'est pour ça que moi, je milite vraiment pour qu'on fasse de l'histoire des idées. C'est très important. Moi, je commence le premier cours qu'on a là sur l'histoire des relations humain-nature. Je leur parle du texte de Lynn White qui a été écrit en 1967, dans lequel Lynn White dit que tout le problème dans lequel on se trouve là, ça vient du fait, c'est à cause de Genèse 1, texte de la Genèse, où Dieu dit dominer la terre, Adam et Ève, et assujettissez. Et donc je repars de là pour leur montrer après la modernité, comme les controverses, comment le pape va dire que ça va. C'est pas vrai que c'est la faute du Dieu. Voilà. Et je pense qu'on peut leur montrer comme ça les différentes interprétations. Est-ce que c'est la faute de toute l'humanité? Est-ce que c'est, comme dit Andreas Malm, le capitalocène? Bref, donc très important d'avoir de faire de l'histoire des idées. La deuxième chose, pour réagir sur la deuxième présentation, je voulais savoir si ça remplaçait finalement ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire de donner des cours, quoi. Est-ce que pour vous, ça remplace? Et est-ce que vous considérez finalement que vous touchez tous vos étudiants, puisque vous dites qu'il y en a 450 sur 42 000, comment vous faites pour aller plus loin? Et mon troisième point, c'est pour revenir encore sur nos étudiants qui sont vraiment, ils disent, qui sont un peu schizophrènes, quoi. Et ils le disent surtout en master. Non, mais parce que c'est toi qui dirige le master, en master développement durable, où alors on leur dit d'un côté la croissance c'est génial, il faut plus de croissance, d'autres vont leur raconter dans le cours, dont moi, la croissance, il faut peut-être s'en méfier, c'est peut-être pas bon, il faut peut-être découpler, etc. Et alors ils ne savent plus du tout où ils en sont. Et c'est vrai qu'un des problèmes, franchement, entre nous, c'est qu'on accepte peut-être chacun, et pas seulement individuellement, mais au niveau de toutes nos disciplines, de revoir les fondements de nos disciplines. C'est un travail absolument énorme. Et là, on va bien devoir faire, et sans doute aussi de réfléchir sur l'articulation des disciplines, c'est-à-dire comment on réencastre une partie des sciences humaines et sociales dans la biosphère. Et ça, à mon avis, on n'est pas rendu comme on dit chez moi. Merci, Dominique. Béatrice, la conférence. Oui, moi, ce que je trouve très intéressant dans la deuxième intervention, effectivement, c'est le ruissellement sur l'ensemble des étudiants, parce que, notamment pendant les ateliers universitaires, on s'est dit, on voit bien qu'il y a des formations très axées sur ces sujets-là, et peut-être que ces étudiants-là sont déjà convaincus de la nécessité de comprendre quel est le monde extrêmement complexe dans lequel on est, et d'avancer vers des solutions, même si on a parfois du mal avec les termes solutions dans ce monde-là. Mais qu'est-ce qu'on fait de la grande majorité des étudiants? Et c'était un peu l'ambition de ce cours climat en première année qui va être maintenant porté en deuxième année pour avoir une assise plus solide. Et donc, comment est-ce qu'on peut embarquer tout le monde? Et effectivement, ce processus me semble extrêmement intéressant, mais est-ce que vous arrivez à ruisseler un petit peu sur tout le monde, ou est-ce que ça reste très sélectif en quelque sorte? Alors, moi, merci en tout cas, c'est extrêmement inspirant et vraiment beaucoup de choses. Et moi, il y a une question qui me vient
et qui s'adresse un peu aux deux, et qui est une problématique que je mettrais entre l'obligation et le volontariat. Parce que dans la manière dont vous présentez à l'école des ponts, on sent qu'il y a une maîtrise un petit peu descendante du programme de formation à un moment donné. Et on voit bien là, de l'autre côté, que parce que la tension obligation, volontariat ou tirage au sort, elle vaut pour les étudiants, mais elle vaut aussi pour le corps professoral. Et donc, cette tension autour de cette obligation à passer, à réviser toutes nos bases, et puis la liberté académique, qui est quand même un principe un peu fondamental. Donc, c'est des thématiques que je rassemblerais sur cette tension entre l'obligation, le tirage au sort, le volontariat, et que ce soit pour les étudiants, mais également pour le corps enseignant, chercheur. Comment on articule ça, et vraisemblablement, il y a des contextes institutionnels différents, mais il y a aussi peut-être des moments, des choix politiques à faire en la matière. Voilà, c'était un peu mon interrogation. Je vais commencer. Merci beaucoup pour vos remarques. Je vais aller assez vite, puisque... Alors d'abord, plusieurs choses. Effectivement, il faut plutôt essayer de rentrer, non pas par les solutions, parce qu'elles n'existent pas clé en main. En fait, les solutions, elles sont dans la façon dont je vais questionner le problème. Donc, et c'est là où l'approche compétence, elle va permettre justement d'aller sur le bon questionnement. Et il y a un point sur lequel je n'ai pas insisté tout à l'heure, mais qui m'a fait penser, vous êtes particulièrement expert, c'est la question des indicateurs. C'est-à-dire que les faire travailler nos élèves sur, finalement, ça mesure quoi, comment ça a été construit pour mesurer quoi, et aujourd'hui, à quoi ça sert. Et voilà. Et les indicateurs cachés, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Voilà, quand je dis le méthane, c'est 16% des gaz à effet de serre, en fait, il y a un indicateur derrière qui est un choix méthodologique. Est-ce que je considère la durée de vie, l'énergie captée sur 50 ou 100 ans, et je ne mets pas le méthane à la même place selon le choix que je fais. Et donc, voilà, revenir sur ces questions-là me semble absolument central. Et déjà, quand on déconstruit ça, et notamment le TRI, vraiment un indicateur important et qui cache beaucoup de choses sur la façon dont on appréhende le futur, son incertitude, et dont on met des primes de risque, etc. Donc, voilà, passer beaucoup de temps à déconstruire les indicateurs me paraît quelque chose d'essentiel et qui permet de partir de ces savoirs disciplinaires tout en les faisant participer à une évolution. Vous voulez réagir sur les étudiants convaincus? Oui, les étudiants, ils peuvent être convaincus, mais ils n'ont pas forcément la bonne boîte à outils. Et on a beaucoup de gens qui nous disent, bah voilà, des témoignages sur France Culture, de gens qui disent, bah moi je travaillais sur le véhicule autonome, je pensais que c'était super parce que c'était la sécurité, etc. C'était sauver des vies. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça du tout. Que c'était voilà, un autre imaginaire, une sorte de poursuite technophile. Et voilà. Et en fait, ils n'ont pas forcément les bons outils, même s'ils sont convaincus. Et c'est pour ça que, et franchement, cette approche compétence, on l'a testée dans plusieurs formations, plusieurs échelles. Et il faut vraiment la comprendre comme le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire que si vous faites que 4 des 5 compétences, vous pouvez envoyer les gens dans le mur. S'ils ont les 5, normalement, alors c'est l'approche très normative du développement durable. C'est un développement durable où je ne peux pas définir clairement mes objectifs, mais où je travaille les façons de faire, et c'est les façons de faire qui me garantissent qu'a priori, je me mets dans la bonne logique. C'est vraiment cela qui est porteur de ces socles-là. Et, voilà. Et ce qui est vraiment rassurant, c'est de voir que ces compétences, c'est les mêmes partout. Elles sont importantes, et aucune formation, à ma connaissance aujourd'hui, peut dire moi je suis équilibré sur les 5. Donc il y a du boulot, mais c'est une façon de se dire voilà, là, n'importe quelle formation, si elle permet de développer ces 5 compétences, et ça renvoie du coup à votre question d'obligation, c'est-à-dire c'est une émancipation en fait. Je participe de l'émancipation de mes élèves en leur permettant d'être acteurs du monde dont ils veulent être acteurs, parce qu'il ne s'agit pas d'imposer un référentiel culturel ou d'imposer un système de valeurs, il s'agit de dire révélez le vôtre et mettez votre action en cohérence avec. Donc voilà, c'est un peu les forcer. Et après, effectivement, on a quand même besoin de travailler des tensions entre le fait que il faut une injonction top-down, il faut une direction qui est porteuse de ça, sinon rien ne marche. Donc, je veux dire que voilà, si on n'a pas beaucoup avancé pendant longtemps, c'est parce qu'on n'avait pas ça. Et en même temps, effectivement, un corps enseignant qu'il faut transformer aussi, mais honnêtement, je crois que la démarche compétence est la plus facile pour se faire, voilà, parce qu'elle n'a pas d'injonction de il faut réduire X% le CO2, etc. Ça vient après. Une fois qu'on développe ces compétences,
Ça vient de fait. Et donc, on n'a pas de questions à se poser. Est-ce que je dois les convaincre, pas les convaincre, etc. Ça viendra de fait. Mais effectivement, il y a une transformation un peu à opérer. Merci beaucoup. Vous souhaitez... Oui, alors, merci pour les questions. Alors effectivement, ça ne remplace pas les cours TEDS et ça ne remplace pas tous les cours sur les enjeux environnementaux, disciplinaires, interdisciplinaires, les lieux d'ouverture, etc. Et on est aussi en train de développer des cours pour répondre au rapport José Labadie. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir ça en plus. Ça prend beaucoup de temps, hein. Nous, là, dans les maquettes, c'est 100 heures. Ah oui. Donc, voilà, maintenant, il y a des composantes qui vont entrer sur 30 heures. Ou alors, moi, je parlais des 450 étudiants, mais dans les ateliers intermédiaires, des étudiants, par exemple, il y en a, disons, 40 dans une composante qui ont participé au lancement. Et ensuite, eux, ils vont organiser avec leurs enseignants-chercheurs, au niveau de leur composante, un atelier où ils vont rayonner à l'échelle de toute la composante. Donc, les autres vont participer seulement pendant 3 heures. Mais ça va quand même toucher d'autres personnes. Et c'est là où les gens, dans le meilleur des cas, vont aller sur des cyclismes, vont devenir éco-délégués et vont porter des projets ensuite et vouloir s'investir autrement. Mais c'est effectivement, il y a ce problème de lien avec le maxi public, hein. Là, c'est un microcosme, c'est un mini-public. Comment est-ce qu'on fait le lien? Il y a la question des enseignants-chercheurs. Comment est-ce qu'on embarque les collègues? Tout le monde est débordé. Voilà, c'est hyper compliqué de changer de maquette. Les cours sont prêts depuis toujours. Voilà, comment les gens ne sont pas confortables. On ne sait pas, en fait, on sort de notre domaine d'expertise aussi. Donc, c'est très difficile. Donc, c'est vrai que là, c'est un travail qui se fait au fur et à mesure. Il y a des rendez-vous là qui sont pris pour l'année prochaine avec des collègues qui ont dit non, mais vraiment, on a vu, mais on n'a pas réussi cette année à changer nos cours. On sera là après. Des collègues aussi qui viennent d'abord en repérage une année pour imaginer comment embarquer des étudiants l'année d'après. Mais c'est en train de prendre globalement. Le problème, c'est que c'est une délibération, il ne faut pas plus de 10 personnes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour embarquer 42 000 étudiants? Voilà, c'est compliqué et tout le monde ne va pas pouvoir former à la facilitation partout. Olivier? Oui, une réaction à ce que vous disiez sur la schizophrénie des étudiants. Je pense qu'elle reflète la nôtre, en fait. On est clairement dans des injonctions contradictoires, a fortiori dans des domaines comme le mien, dans l'informatique, où justement, nous, on continue quand même à former des étudiants qui doivent maîtriser l'état de l'art de l'informatique, mais on essaye quand même, justement, d'introduire depuis cette année, alors nous, on ne l'a pas appelé comme ça, mais j'apprends que ça s'appelle une stratégie matière. Donc, justement, on va réfléchir avec eux en leur disant, voilà, vous avez accès à moins de ressources, vous n'avez plus des flux, mais vous avez des stocks maintenant, vous avez des stocks de ressources de calcul, de stockage, de communication. Comment est-ce qu'avec ça, vous pouvez faire? Et si maintenant, je réduis mon stock de 20, 30, 40%, en fait, c'est une pensée qui est révolutionnaire. Oui. Et tous les collègues ne sont pas alignés avec ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement parlé là-dessus, donc je pense qu'on est quand même dans un groupe de personnes qui sont clairement convaincues. Ce n'est pas le cas pour tous les collègues, que ce soit dans mon champ disciplinaire ou dans les autres champs disciplinaires aussi. Et puis dans les différentes strates de l'université, où on peut retrouver au niveau le plus élevé des personnes qui, oui, ok, bon, c'est intéressant, mais ce n'est pas nécessairement la priorité. Donc il y a ça. Et pardon, vous parlez de sobriété numérique, par exemple? Alors, en fait, on a mis en place un cours par semestre qui va de l'énergie à comment est-ce qu'on va mesurer effectivement comment est-ce que, je sais pas, un calcul, comment un processus sur l'ordinateur consomme concrètement d'énergie. Et qu'est-ce que ça veut dire étant donné l'état du mix énergétique au moment où on fait ce calcul et donc en production d'équivalent de gaz à effet de serre. Donc oui, on brasse très large. On essaye de parler de sobriété, mais justement en le prenant dans l'autre sens, en prenant justement les limites planétaires au sérieux, en disant que les limites planétaires nous donnent des contraintes, et à l'intérieur de ces contraintes-là, comment est-ce qu'on peut nous se comporter? Sauf qu'en fait, personne ne nous demande de faire ça. C'est-à-dire que l'industrie ne nous demande absolument pas de produire des informaticiens qui doivent réfléchir à contraintes environnementales de plus en plus fortes. Et quand on parle même, nous, au sein de l'école d'ingénieurs, il n'y a pas nécessairement de consensus à l'intérieur des 3 départements. On a 3 départements, et d'autres départements sont plus dans une position qui serait de dire, bon, le jour où la contrainte va nous arriver, parce que là, on la prendra en compte, alors que nous, on essaie justement de l'anticiper, parce qu'on est aussi un sous-ensemble du corps enseignant qui sommes persuadés que c'est très problématique, qu'on est quand même à l'origine de 4% des gaz à effet de serre et que ça continue à croître. Donc le fait qu'il y ait hétérogénéité chez les enseignants, il y a aussi hétérogénéité chez les étudiants. C'est-à-dire que ça, on l'a vu dans le colloque ETES de juin dernier. Dans certains domaines comme manifestement en agronomie, les étudiants sont très conscients de ces problèmes et de ces enjeux.
dans d'autres champs disciplinaires, c'est clairement moins le cas. Enfin, pour rester. Pour refaire une idée de propos. Merci beaucoup. Sauf si vous voulez réagir, sinon on va donner la parole à Florence Jolin pour qu'elle nous restitue les questions de la salle d'assistance. Oui. Oui, Oui. la La salle. Mais non, il faut pas oublier la salle. La salle, oui. Il n'est pas visible, mais dont on voit certaines photos avec des têtes connues. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, une question sur la manière dont les étudiants dont vous parliez de la Convention citoyenne sont formés à la facilitation. Vous avez évoqué un DU, mais on suppose que tous ces étudiants-là ne sont pas formés via ce DU. Donc, du coup, quelles sont vos modalités de formation à la facilitation? Je prends quelques questions, puis quand... Il n'y en a pas tellement. J'en ai plus de répondre à Si tu veux, hein, mais et il y a une autre question sur la manière dont les éco-délégués sont élus. S'ils sont élus, c'est-à-dire. Voilà. Et puis il y a une question que je vais poser moi, que je vais rajouter, qui est de savoir comment vous travaillez avec ces petits groupes d'étudiants sur ces propositions que ça va à faire, si vous leur fixer un cadre de contraintes, qui sont les contraintes réelles de l'université, qui doivent être celles de l'UPEC comme de nôtre d'ailleurs, de type budgétaire ou réglementaire ou autre, pour justement éviter cette frustration ensuite, qui a aussi été un peu celle de la Convention nationale, hein, de se dire on a plein de super idées, mais en fait il y a des choses, c'est pas possible, pour des tas de raisons, bonnes ou mauvaises, mais voilà. Donc ça c'était ma question, voilà. J'en ai pas d'autres. Merci. Alors, qui souhaite répondre? Alors, en fait, les senteurs de participation, ça c'est pour les L1, les M1. En fait, il y a 2 parcours de M2. Leur participation à la Convention citoyenne, étant donné qu'ils y ont déjà participé l'année précédente en tant que M1, c'est justement d'être formé à la facilitation et d'endosser ce rôle. Et donc le DU s'adosse en fait à cette formation. Donc c'est pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de la même formation et de rejoindre l'équipe de facilitation. On a toujours besoin de plus de facilitateurs, facilitatrices. Et donc c'est une formation qui allie tout un tas de personnes avec des compétences différentes, y compris des anciens étudiants, mais aussi des personnes qui sont expertes de la facilitation, des personnes qui sont plutôt du domaine théâtral, qui vont leur apprendre à écouter, à improviser, etc. Et puis aussi un bagage de sciences politiques, comprendre ce qu'est la délibération, pourquoi c'est important de modérer les débats, l'égalité entre les participants, etc. Les éco-délégués, alors c'est une vaste question. Moi, je n'ai pas souhaité imposer de mode de sélection parce que justement, je pense que pour que ça passe bien auprès des composantes, il faut qu'elles choisissent aussi la manière dont les éco-délégués sont sélectionnés. De mon point de vue, on a tellement de besoins qu'il ne faut surtout pas les sélectionner. Il faut prendre tous ceux qui veulent venir. Mais j'avoue que justement, ça c'est quelque chose qui perturbe énormément nos représentants élus. On crée un autre statut, alors que finalement, ils n'ont pas forcément eu le temps pour l'instant ou l'intérêt de vraiment prendre à bras le corps ces questions-là sur nos campus. Malgré tout, le fait de créer un nouveau statut, il y a délégués dedans, il y a représentation. Et en fait, le fait que ce soit flou, ça complique un peu les choses. Mais ça, c'est la CCE au sens plus large, qui perturbe complètement la gouvernance de l'université, que ce soit les représentants étudiants, que ce soit les différents VP et les corps de l'université. Et donc, par rapport aux contraintes, donc, ce qu'on essaie de faire, c'est que dans la partie formation, ça ne va pas forcément être que des scientifiques en position d'expertise, etc. Ça va aussi être des personnes qui viennent expliquer comment un service de l'université fonctionne, comment les décisions sont prises. Pourquoi, pour l'instant, on n'est pas bon sur les déchets. Qu'est-ce qui a bloqué jusqu'à présent? Et donc, il y a des personnes qui vont avoir ce discours en plénière, mais aussi dans des tables rondes thématiques et passer en fait dans les groupes. Et le fait qu'on ait cet outil des CIDIM et les ateliers intermédiaires, ça fait que ces personnes, elles peuvent être réactivées à d'autres moments pour réagir justement aux propositions en train de se faire et pouvoir rectifier. Donc, il y a pas mal de moments d'échange, en fait, de restitution à différents niveaux devant différentes personnes pour éviter cette frustration, mais on y arrive quand même. Merci beaucoup, Frédéric. Juste un dernier point, le fait que c'est un processus de transformation pour l'université, mais aussi pour celles et ceux qui y participent. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les étudiants, quand ils sortent de là,
qu'ils ont participé, en fait, ils sont vraiment transformés, un peu comme la Convention citoyenne sur le climat, et ils voient un peu les choses quand même différemment. Je vais juste rajouter, parce qu'il y a une remarque qui est apparue pendant qu'on parlait, pendant que nous parlions, on dit que dans tout ce que vous avez présenté, on n'a pas entendu la prise en compte des enjeux sociétaux mondiaux, comme ceux des migrations, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez aussi dans le cadre de ces conventions? Alors, il y a quelques enjeux, on est sur plusieurs échelles. Donc, par exemple, là, étant donné que les étudiants l'année dernière avaient aussi demandé qu'on parle de l'eau cette année, il y a un focus scientifique sur l'eau, et donc il y a une membre permanente de l'ONU qui travaille sur ces questions d'eau douce, qui va être présente virtuellement à la convention. Moi, par exemple, mes étudiants sont en politique internationale. Donc, en fait, ils vont raccrocher aux enjeux géopolitiques. L'année dernière, on a des fonctionnaires européens qui sont venus pour faire le lien avec la conférence sur l'avenir de l'Europe. Donc, on part sur différentes échelles aussi. Mais voilà, et c'est aussi pour ça qu'on essaie de les orienter vers des propositions qui vont aboutir à des actions concrètes. Et donc, ça les amène à prendre en compte les contraintes, à être sur du micro-local. Et en même temps, on n'essaie de pas les brider pour qu'il y ait aussi des grandes orientations qui soient données et qu'il y ait aussi des propositions et des assertions qui soient plus ambitieuses, qui émergent. Merci. Une question pour vous. Sur l'approche compétence, moi je suis convaincu aussi que c'est vraiment une bonne approche. Et comment ça se décline discipline par discipline? Est-ce qu'il y a des disciplines plus ou moins compliquées? Alors, déjà, une discipline, c'est compliqué par nature, puisqu'une approche compétence, elle est transdisciplinaire. Donc, en fait, quel que soit le point de départ, il va falloir l'articuler avec les autres. Donc, c'est sûr qu'il y a des formations. Je pense, alors je ne sais pas qui en est du côté de l'IPEC, mais je pense que les gens en formation de médecine, par exemple, ils voient ça de loin. Ils disent, je sais pas, ça, il y a des choses d'éthique, etc. Mais bon, globalement, les enjeux sociétaux sont pas. Voilà, donc, c'est en fait, on arrive toujours à trouver. Moi, j'ai discuté avec beaucoup d'enseignants-chercheurs de différentes disciplines. Il y a des gens en lettres modernes qui vont vous expliquer à quel point c'est central dans la façon dont ils enseignent. Et voilà. Donc, il y a toujours moyen de le faire. Et les compétences qui sont proposées, justement, elles ont vocation à être plastiques, à s'adapter à des approches issues de disciplines très différentes, mais forcément qui vont s'ouvrir aux autres. Donc, il y a une question un peu fondamentale qui est, effectivement, est-ce que pour faire de la transdisciplinarité ou de la pluridisciplinarité, il faut que je parte d'un savoir disciplinaire? Bon, la réponse facile est de dire que pour l'instant, bah oui, on va dire que ça nous arrange. Donc, on va effectivement partir d'un socle disciplinaire, mais en acceptant qu'effectivement, à partir de la 3e ou 4e année, on ouvre vraiment aux autres. Sinon, on passe à côté de l'objectif. Je parlais de l'aval des formations en termes de déboucher ensuite sur le marché du travail. Parce que si vous formez des financiers, vous avez bien vu que ça ne vous a pas échappé que la finance. Bouge d'une certaine manière, plus ou moins bien, etc. Nous, je sais qu'à Dauphine, dans nos masters de finance, il y a des blocs de compétences qui sont des blocs liés justement au changement climatique, problématique de finances vertes, entre guillemets. Et voilà. Mais du coup, comment ensuite ça se situe sur le marché du travail? Je rejoins complètement ce qui a été dit. Pour l'instant, on est très en avance de phase sur le monde du travail, qui ne nous envoie aucun indicateur sur ce sujet-là. Et c'est même pire que ça. C'est-à-dire que quand on leur envoie des élèves qui veulent être acteurs des changements, ils disent oui, venez être intrapreneurs. En fait, ils veulent bien que les étudiants leur expliquent comment faire moins 5 ou moins 10%, mais quand l'étudiant dit oui, mais il faut que je change vos façons de faire votre calcul d'investissement, parce que c'est là qu'est le blocage. Oui, mais ça, c'est gentil, c'est pas trop. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les étudiants se barrent au bout de 2 ans. Non, mais il y a un vrai sujet. Et là, notre responsabilité pour le coup d'établissement, c'est qu'on a des communautés d'alumni. Il faut qu'on travaille avec elles pour avancer en avance de. Voilà, qu'on ne soit pas nous trop en avance de phase et qu'on fasse une génération de frustrés sur le marché du travail, et en même temps qu'on ait effectivement qu'on dissémine les graines qui vont permettre à nos partenaires industriels et économiques de se transformer. Mais là, effectivement, on a un problème de petit décalage, c'est certain. Merci beaucoup. Dominique ou Béatrice vas-y, Olivier. Non, moi, c'est plutôt un peu un mot de conclusion. Enfin, lancer encore le sens de table de conclusion. Non, c'est parce que je vois aussi dans le chat des éléments. En fait, c'est vrai que moi, je trouve que c'est très inspirant, ces deux démarches.
avec aussi une certaine méfiance, enfin, c'est pas de la méfiance, mais voilà, un peu de crainte sur comment on peut s'embarquer là-dedans. C'est deux gros défis et en même temps, ça paraît absolument nécessaire. Enfin, ça donne à voir les défis qu'on a face à nous. Sur la Convention citoyenne, par exemple, à Dauphine, on a fait un choix un petit peu intermédiaire. On a mis en place un conseil environnemental et social dans lequel on a toutes les parties prenantes représentées. On a un élu étudiant qui est lui-même délégué à la responsabilité sociale et environnementale de l'université, qui est un peu notre interlocuteur, nous, équipe RSU, du côté étudiant. Donc c'est une forme qui n'est pas une démocratie participative de type convention citoyenne, hein, ce sont des élus, ce sont des représentants des associations étudiantes, mais il y a quand même cet esprit, en tout cas, d'essayer de construire des propositions, d'ouvrir des chantiers de réflexion, appuyés sur un ensemble d'informations, de partage d'expériences, d'expertise, et essayer d'avancer vers des propositions les plus consensuelles possibles, mais en même temps les plus disruptives, celles qui vont effectivement avoir un effet de transformation important. Donc ça soulève des questions. En fait. Le pas d'après, c'est quoi pour nous? Enfin voilà, c'est quand on essaie de réfléchir sur notre propre démarche. Et puis sur les référentiels compétences, moi je trouve que c'est la question de notre président, ça fait réfléchir effectivement sur comment on peut continuer sans être trop abstrait à ouvrir, à avoir cet échange pluridisciplinaire qu'on a ouvert depuis 1 an autour de ces enjeux, en s'emparant de ces compétences, mais en même temps en étant capable d'aller ensuite redescendre dans nos disciplines respectives, dans nos formations de disciplines dans lesquelles on intervient, dont on est responsable, dont on voit aussi les débouchés professionnels actuels de nos étudiants, pour en fait inspirer et ruisseler, c'était le mot tout à l'heure de Béatrice, à ruisseler aussi avec tous les collègues qui, sans forcément être distants, complètement ignorants de ces enjeux-là, ne trouvent pas forcément le temps de s'investir dans ce collectif des ateliers universitaires. Donc des gros défis, enfin, voilà, pour voir un peu les enjeux pour l'avenir. Pas d'autres questions dans le Non. Allez-y, vous avez 5 minutes encore. Je ne sais pas, la question de la légitimité des formateurs que vous avez citée tout à l'heure est très importante. Nous, on essaye de construire les nouvelles maquettes pour enseigner donc, ces enjeux écologiques en première et en deuxième année. Parce que jusqu'à maintenant, on passe par quelques amphis, mais globalement des PDF qu'on diffuse à nos étudiants. Maintenant, on voudrait faire plus. Mais là, on tombe sur la question de la communauté qui va enseigner ça. Donc, il faudrait on l'a calculé, une petite vingtaine. Une petite vingtaine capable de répondre à toutes les questions des étudiants surtout. Moi, l'autre jour, à la fin de mon truc, l'histoire relation humaine-nature, j'avais toutes les premières années de licence avec moi. À la fin, l'étudiant vient me dire, mais madame, et là, il me sort l'argument climato-sceptique, mais madame, pourquoi est-ce que ça serait l'activité humaine et pas finalement l'âge glaciaire, machin. J'étais pas très à l'aise, donc je m'ai appelé le GIEC, nous a très bien mais moi, je n'étais pas hyper à l'aise. Donc voilà, ça veut dire que tous, on doit bosser. Hein. Alors, pas forcément, parce que justement, je veux dire, on peut pas avoir tous les savoirs, etc. Donc l'important, c'est plus, je sais pas, donc où est-ce que je vais chercher l'information? Oui, mais si c'est hyper gênant de dire à la fin, tu as d'accord devant 500 étudiants et il vient te voir à la fin et te dit, mais madame, donc expliquez-moi en gros pourquoi c'est vous qui avez raison et pas l'autre. Et si tu lui dis, je sais pas, alors là, c'est... Non, mais vous n'êtes pas climatologue, c'est normal. Et justement, globalement, ces compétences-là, c'est aussi des compétences de milité, quoi. Quand il faut que j'aille co-construire, c'est parce que je ne suis pas assez intelligent pour poser le problème tout seul, etc. Et si nous, on ne change pas, justement, si on ne met pas à nu nos limites, qui sont liées au fait qu'on a des limites disciplinaires, que voilà, on part d'un certain nombre. Il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. On s'est approprié un certain nombre de résultats du GIEC, mais on n'est pas climatologue. Donc, et au contraire, c'est justement extrêmement formateur de dire non, là, je ne sais pas. On va aller voir ensemble. Enfin, désolé, parce que là, mais bon, une solution, on a mis en place à Dauphine de tests binomés. On fait la publicité, on met 2 doctorants sur le même sujet de 2 disciplines différentes. Pour ne pas perdre en expertise, mais pour les combiner. Et donc, je pense que sur la prochaine thèse qu'on voudrait, le couple de thèses binomées qu'on voudrait financer,
qu'on a financé avec Nilo, parce qu'on a financé sur la ressource propre, ce serait précisément sur la question du changement climatique, prenant une discipline et une autre complémentaire, parce que c'est la façon dont on peut progresser. On a commencé à le faire en IA, dans les relations entre l'intelligence artificielle et les autres disciplines. Je pense que c'est ce qu'on fait aussi dans le développement durable. Voilà, juste pour que vous repartiez quand même avec une idée, parce qu'on a reçu beaucoup de vous. Et merci. Quelque chose en échange. On est prêt à vous donner notre technologie des nommés. Je vais juste répondre à ça. Alors ça, c'est clair que c'est essentiel. Ça, on y est tous confrontés. Mais peut-être aussi, là, changer peut-être ou inverser des choses dans l'enseignement et commencer par enseigner les controverses. Et faire toute une introduction sur les controverses. Et après, on va dire, bon, bah voilà, nous, on va vous raconter des choses. Bah, il y a un état de l'art qui nous dit que, il y a le GIEC, il y a un certain nombre d'institutions qui sont légitimes qui nous disent que. Mais en effet, ça s'insère dans un ensemble qui est plus large, qui est celui des controverses. Et voilà, on a plein de choses, en fait, avec ça. Mais c'est vrai que c'est une leçon d'unité parce qu'on n'est pas formé. Pas du tout formé. Et tu vois, j'avais bien lu les trucs, Courtillot, pourquoi c'est pas à la fin de l'âge de glaciation. Voilà, j'avais lu ça. J'étais pas capable immédiatement. Oui, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Et c'est sur les apports du droit. Ça peut être super intéressant aussi de savoir qu'il y a des juristes qui travaillent là-dessus, mais c'est important de connaître le cadre institutionnel qui permet de s'en servir pour faire pousser les choses. Moi, je trouve qu'une des choses les plus importantes, c'est d'essayer de les accompagner pour penser la complexité et penser aussi la hiérarchie des enjeux. Et alors, j'ai pas encore eu le plaisir d'enseigner face au grand amphi, mais j'ai un groupe de 20 étudiants juristes en première année sur le droit des personnes, donc c'est quelque chose de complètement différent. Mais déjà sur ces sujets-là, j'essaie d'approcher une question très précise par des voies d'entrée différentes et de leur montrer, vous voyez, maintenant il va falloir essayer de résoudre tous ces enjeux-là et trouver parce que le droit, en fait, c'est de trouver la moins mauvaise des solutions, quel est l'équilibre le plus adapté. Et donc, voilà, je pense que pour les approches, les aider à entrer dans penser la complexité, c'est vrai un peu dans toutes les matières et beaucoup d'humilité, effectivement, pour dire, voilà, quelle est la solution la meilleure au tenter. Merci. D'autres questions, réponses, commentaires? Et sinon, je tiens vraiment à vous remercier. Merci à Arnaud d'avoir organisé ce séminaire, qui est un séminaire très appliqué, puisque là, vraiment, on repart avec des propositions gratuitement. C'est l'esprit du séminaire. C'est l'action de la gouvernance initiée par la recherche. Voilà. Merci beaucoup. Et on reviendra vers vous pour avoir encore plus de conseils. Tu sais, Arnaud va revenir pour que. À Paris 3, lance sa TCE. Ce qui est bien, si vous le faites gratuitement. C'est l'université. C'est pas la peine d'aller voir les grands groupes de consultants. Voilà, on a tout sur place. C'est ça l'esprit du séminaire Agir. Merci aussi aux discutantes et discutants, c'est vraiment très bien. Et puis revenez quand vous voulez à ce séminaire. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui sont présents à ce séminaire. N'oubliez pas qu'on peut le rediffuser, bien sûr avec votre accord, si vous êtes d'accord pour qu'on refasse la rediffusion, qui n'est pas replay, mais la rediffusion de ce séminaire, comme on le fait à chaque fois. Il y aura aussi un 4 pages, on fait des 4 pages où on transmet la substantifique moelle du contenu du séminaire pour la diffuser. Voilà. Donc on va vous solliciter aussi pour que vous nous donniez un petit topo. Bon, merci et merci à tous. À très bientôt. Au revoir.